Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je tiens à remercier l'Union française de l'électricité pour son invitation, qui est d'ailleurs un support actif de notre intergroupe parlementaire, à côté d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs de l'énergie électrique. Alors, moi, je ne suis pas du tout, je suis parlementaire bien sûr, mais je ne suis pas spécialisé comme énergéticien et encore moins d'ailleurs comme électricien. Et je m'occupe d'investissement. Mais c'était très intéressant parce que j'ai entendu nous ramène toujours à des considérations économiques. Et je voudrais dire un petit mot des mécanismes qui sont disponibles et utilisables pour l'investissement, mais auparavant faire en quelque sorte quelques considérations vues du côté des financiers, entre guillemets, puisque c'est dans cet intergroupe sur les investissements de long terme, et donc notamment sur les infrastructures, le point de vue est bien sûr celui des financiers. Alors, le problème de l'énergie, qui est le cœur même de l'économie, et on l'a vu encore avec le poids que représentait l'énergie dans l'économie numérique, c'était une découverte un peu tardive, mais elle a été quand même très révélatrice, bien, et que dans cette énergie, finalement, l'électricité demeure le sujet central. La première remarque que je voulais faire, c'est que les investisseurs, ce qu'ils aiment, c'est de la visibilité, de la clarté, de la stabilité et du retour sur investissement. Ça, c'est clair. Et ce retour sur investissement, j'y viendrai tout à l'heure, il n'a pas besoin obligatoirement d'être spéculatif, mais il doit être appuyé sur des actifs, avoir une certaine fermeté, et c'est ce que demande actuellement le marché. Or, l'énergie est un domaine particulièrement difficile, et le dernier débat l'a démontré amplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que si l'on va du côté de l'énergie carbonée, eh bien, on voit qu'il y a une très grande instabilité qui tient à des considérations stratégiques, enfin géostratégiques, qui tient à des considérations aussi d'opportunité. Alors, c'est clair que la mise, par exemple, en exploitation du gaz de schiste et des pétroles non conventionnels aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, mais aussi à toute l'Amérique, a totalement renouvelé le marché de l'énergie carbonée. Et elle a eu pour conséquence d'effondrer le prix du charbon. Elle a eu pour conséquence d'ouvrir une guerre des prix avec les producteurs conventionnels, dont on voit à peu près l'issue se préciser maintenant. Et elle a donc pris à contre-pied beaucoup d'énergéticiens, et notamment les énergéticiens, les électriciens. Pourquoi ? Parce que dans la production carbonée, les paramètres ont changé radicalement et d'une manière extrêmement brutale, c'est-à-dire en quelques mois et des fois en quelques semaines. Donc très grande instabilité. En ce qui concerne la production des énergies renouvelables, instabilité également. Instabilité pourquoi ? Parce que premièrement, elle est fondée sur des choix politiques, ça a été dit et j'y reviendrai. Les choix politiques, ils n'ont pas la particularité d'être toujours assurés au long terme avec une grande stabilité, et c'est quelqu'un qui fait de la politique qui vous le dit. La deuxième chose, bien sûr, c'est que aussi ils sont variables en fonction des progrès technologiques. La troisième chose, c'est qu'ils peuvent se heurter pour une partie d'entre elles, et je pense notamment au nucléaire et à l'hydroélectrique, se heurter à des réticences sociétales. Sur le nucléaire, je n'insiste pas, il y a un débat, sûreté, sécurité, démantèlement, et sur l'hydroélectrique, on voit que, comme sur tous les grands travaux, les problèmes d'infrastructure de cette nature posent toujours des problèmes avec, je dirais, les voisins en quelque sorte, et un certain nombre d'organisations locales ou non gouvernementales qui peuvent s'opposer au projet. Donc on a quand même une vraie difficulté, c'est qu'à ce titre-là, qu'on soit sur l'énergie carbonée, qui dans l'électricité va de plus en plus être considérée comme un point de régulation, mais aussi dans les énergies renouvelables ou les énergies nucléaires et hydroélectriques, une instabilité, entre guillemets, en termes d'outils de production. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs n'aiment pas du tout. La deuxième chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est qu'au final, l'intervention de la puissance publique soit extrêmement prégnante sur la filière globale. Et on le voit bien, puisque en ce qui concerne l'électricité, il y a effectivement, au niveau des États, des choix politiques très différents. On parlait tout à l'heure du choix de l'Allemagne. Je ferai une correction en disant qu'à mon avis, si en Allemagne, le consommateur final paye aussi cher, c'est pas seulement parce qu'il paye la transition, mais c'est aussi parce qu'il paye la protection de l'industrie électro-intensive. C'est autre chose qui est aussi un choix politique. Et donc ce genre de choix très forts, qui peuvent être faits par exemple par la puissance publique, les marchés n'aiment pas ça.
Parce que le marché, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de lisible, et quelque chose qui est une rationalité économique. Le prix final dont on a parlé tout à l'heure est également un argument ou un élément de déstabilisation du marché. Donc si vous regardez bien l'ensemble de cette économie électrique, qu'elle soit sur la production, et on parlera aussi des réseaux, elle est extrêmement capitalo-consommatrice, mais elle est extrêmement déstabilisante pour les marchés privés. Alors, c'est vrai qu'elle est pour partie aussi dans la main capitalistique, entre guillemets, des États, sauf que tout le monde n'est pas l'Allemagne et que la puissance publique a de moins en moins les moyens de soutenir ses prétentions politiques en ce qui concerne les politiques énergétiques, parce que les caisses sont vides. Alors, on va bien sûr se retrouver sur des répercussions dans les politiques des prix sur le consommateur final, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'exercice. On le voit en Allemagne avec maintenant la très grande résistance des consommateurs à des prix qu'ils jugent exagérés, parce qu'ils ont compris, je pense, qu'effectivement, ils ne payaient pas seulement une transition, qui est d'ailleurs une transition politique qui a été faite dans des conditions qui étaient purement de nature politique. Moi, je ne les critique pas ou je ne les soutiens pas. Je considère que ça n'était pas des considérations de marché, en tout cas. Et donc, on voit bien que même la fixation des prix finaux chez le consommateur pose quelques problèmes. Alors, comment soutenir dans le cadre de l'Europe, puisque finalement c'est de ça dont je vous parle rapidement, avec des chiffres qui seront forcément à la louche, comment soutenir dans le cadre de l'Europe ces politiques d'investissement? Comment être aux côtés aussi bien des investisseurs privés que des puissances publiques? Alors on a d'abord effectivement essayé d'apprécier les besoins. Je vois le commissaire Šefčovič qui est venu ce matin, et ça a été redit, et je pense que tout le monde l'a entendu, a bien exposé ce qu'étaient les soucis énergétiques de l'Europe. D'abord, la première chose, et il vous l'a dit, c'est une des 4 priorités européennes, et c'est probablement, avec le marché numérique, une des 2 priorités principales. Que deuxièmement, elle était essentiellement orientée vers la construction d'un marché unique énergétique, avec tout ce que ça peut comporter, et que les soucis très forts étaient ceux, bien sûr, de la stabilité, de la sécurité et aussi de la mise en commun de la ressource, puisque on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais les pays de l'Europe orientale sont évidemment dans une situation très différente que ce que j'entendais des discussions dont on parlait ici, puisqu'ils sont peu producteurs, très dépendants et même peu réseautés, et que donc ils ont quand même d'énormes problèmes. Alors, les montants sont assez vertigineux en termes de besoins, puisque le besoin pour la production dans les 10 prochaines années sont estimés pour arriver idéalement à ce qu'au niveau de l'Europe, on ait une véritable sécurité productive partageable aux alentours de 500 milliards d'euros. Alors, ça, c'est un marché qui est extrêmement intensif en capital que celui de la production énergétique dans l'électricité. Donc, effectivement, ce besoin-là, il est fondé, on a bien beaucoup parlé des capacités, il est beaucoup fondé sur les politiques de capacité, mais il est aussi articulé sur les autres politiques. Donc, ils ont été estimés au niveau de l'Europe à 500 milliards. En ce qui concerne les réseaux, pour les réseaux, on pense qu'environ 600 milliards d'euros sont nécessaires, 200 milliards pour les réseaux de transport principaux, et notamment les interconnexions entre les États membres, le squelette en quelque sorte du système électrique, et 400 millions pour le réseau de distribution. Et là, on va peut-être toucher, y compris à ce qui va être un certain nombre de progrès sur le smart grid, qui est encore en pleine discussion et développement, mais qui est probablement un des éléments essentiels de l'effacement. Alors, il est extrêmement important pour l'Europe, très probablement, d'intervenir sur les réseaux de distribution, notamment sur le réseau squelette, qui est un élément très important de la sécurité et de la stabilité en Europe. Vous voyez bien, pour revenir à ce que je disais de la politique, que même sur les réseaux, les implications géostratégiques, comme pour la production et les matières premières de la production, sont extrêmement importantes. Par exemple, actuellement, pour des raisons ukrainiennes que tout le monde connaît, eh bien, le South Stream est en train de disparaître, entre guillemets. Il va être remplacé par un doublement du gazoduc Nord Stream, ce qui a une grosse importance également pour les productions d'électricité, bien sûr. Et ceci pour quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a encore 2 ans, mais qui va avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc pour les réseaux, c'est très important. Alors je dois aller vite et je vais continuer à essayer d'avancer. Alors, quels sont les mécanismes que l'Europe peut mettre en jeu pour soutenir
ces investissements et soutenir ces investissements aussi bien du côté public que privé. Mais il y en a un certain nombre que je vais réévoquer devant vous rapidement, mais que vous connaissez. Tout d'abord, l'Europe a environ 38 milliards par an de politiques régionales, dont une grande partie ou une bonne partie peut être utilisée pour des politiques d'énergie. Du côté de la compétitivité dans les pays développés, plutôt effectivement pour le grid de la distribution et les progrès qui vont vers les nouvelles technologies, plus vers la production et les réseaux squelettes du côté des pays de la convergence. Donc ce mécanisme d'interconnexion de l'Europe, bon, il va être beaucoup tourné de fait vers les mécanismes de solidarité. À côté de ce mécanisme, le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, pour lequel j'avais été rapporteur, on avait demandé 10 milliards aux États membres, ils nous en ont accordé 5, ils nous en ont revolé un dans le plan Juncker, 4 milliards d'euros de subventions, essentiellement aussi, qui sont consacrés au réseau, essentiellement au réseau squelette. 5 milliards, c'est pas beaucoup, mais ça peut quand même aider un certain nombre d'opérations à décoller ou à compenser la part que le marché n'a pas envie de prendre en charge. Alors un certain nombre aussi de mécanismes par le biais de fonds, alors je les cite, Elena, Jessica, le fonds NER 300, le fonds Marguerite, bon, je pense que si vous les connaissez, je ne vais pas les détailler, mais qui sont des fonds qui permettent auprès de la BEI, avec la BEI, d'intervenir sur un certain nombre de financements qui tournent autour de l'énergie. Alors ensuite, un mot quand même sur le plan Juncker, j'étais également rapporteur, un des rapporteurs, parce que nous étions plusieurs, un des rapporteurs pour le Parlement sur le plan Juncker. Alors le plan Juncker, 21 milliards de fonds de garantie pour lever 315 milliards par l'intermédiaire de 80 milliards d'obligations sur le marché au nom de la BEI, va être beaucoup tourné vers les problèmes qui vous intéressent, c'est-à-dire vers le soutien aux investissements qu'on a largement évoqués. Alors, c'est quoi le mécanisme du plan Juncker? C'est simplement une garantie d'emprunt. Il n'y a pas de subvention, contrairement au mécanisme que j'évoquais tout à l'heure. Et cette garantie d'emprunt, elle vise à permettre au marché, c'est-à-dire aux énormes liquidités qui sont sur le marché, de venir sur des projets qu'il n'accepterait pas dans l'État, mais qu'il va, en fonction de tous les risques que j'évoquais tout à l'heure, mais qu'il va accepter de la part des opérateurs si finalement ce fonds de garantie Juncker garantit la première perte. Toute forme possible, sous la forme d'obligations mezzanines, de garantie d'obligations de première perte, de seniorisation d'obligations, d'equity, de quasi-equity, de prise même en capital propre, tout est possible. Ceci avec une très grande proximité avec les banques nationales de promotion, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, KfW, etc., qui ont eux-mêmes remis 80 milliards aux Nourins en fonds de garantie. Donc on va arriver à un mécanisme qui pourrait aller jusqu'à, je pense, 1 millier de milliards, c'est-à-dire 1 trillion, un mécanisme très significatif et qui pourrait, je pense, être extrêmement intéressant dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui. Ce mécanisme est d'ores et déjà opérationnel. Alors, il y a un directoire, bien entendu, il y a un comité de pilotage, donc, mais il y a surtout un comité d'investissement indépendant qui est formé d'experts et qui va choisir les projets. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a un guichet unique auquel n'importe qui peut s'adresser, puisque ce fonds Juncker est ouvert aussi bien aux personnalités physiques que morales, mais aussi bien aux collectivités locales qu'aux États membres ou même aux alliances inter-États, et qu'il est possible de s'adresser directement à ce guichet unique ou à ce qui va s'ouvrir, c'est-à-dire auprès des banques nationales de promotion, qui elles-mêmes ouvriront des fonds de fonds. Donc un mécanisme qui sera extrêmement transparent et ouvert, et pour lequel il existera un pipeline de projets qui peut donner de bons renseignements aux opérateurs. Donc très rapidement, puisque il va déjà être trop long, je veux dire, c'est ce mécanisme a beaucoup de volume, il a beaucoup de réalité, il est déjà opérationnel, il est additionnel, c'est-à-dire il couvre ce que le marché ne prend pas, il peut aller de projets même à la limite sur des spin-offs, puisque 85 milliards sont réservés strictement aux PME, et le reste à des projets qui sont des projets structurants différents, mais on retrouve toute l'échelle dans votre économie, dans l'économie de l'électricité. Et ce projet devrait être finalement accessible, simple et assez rapide, et avec surtout des échelons nationaux et régionaux qui seraient extrêmement intéressants par le biais des banques nationales d'investissement, qui sont aussi des partenaires extrêmement présents dans notre intergroupe parlementaire. Et puis pour finir, l'Europe intervient aussi sur le progrès, c'est-à-dire sur la recherche, très importante dans les technologies bas carbone, essentiellement par le biais
du soutien à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée par le programme Horizon 2020, qui va consacrer dans les 6 ans qui viennent environ 10 à 12 milliards d'euros de subventions directes, ce qui est beaucoup, en recherche pure ou en recherche appliquée sur des sujets que vous avez d'ailleurs évoqués comme des possibilités de progrès. On a parlé de l'hydrogène, on a parlé du CCSR, on a parlé aussi des batteries, mais sur les batteries, je serai plus réservé puisqu'on sait qu'il y a un mur scientifique fondamental qui n'a pas été franchi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'étais trop long déjà. Non, c'était à peu près bien. Ben, merci Dominique Riquet.